Hier à Évry, l'association Développement et Partage a fêté ses 10 ans. Ce réseau a été créé sur le territoire de Grignyville. Cette association a été reprise il y a 4 ans, notamment par Béatrice Thibault-Blancard. Madame Blancard-Thibault, vous êtes la présidente de Développement et Partage. L'association fête ses 10 ans. Un petit mot sur cette aventure. Alors oui, effectivement, on fête nos 10 ans aujourd'hui à Évry-Courcouronnes, donc en partenariat avec Grand Paris Sud, qui nous a soutenus et aidés autour de la préparation de cette journée exceptionnelle pour l'association. Donc on est très heureux et très fiers de tous nos partenaires, tous nos exposants qui nous suivent dans cette aventure pour justement fêter les 10 ans de cette association qui a pour objectif de réunir les chefs d'entreprise du territoire et de leur permettre de travailler ensemble, mais aussi de passer des bons moments ensemble parce que c'est important. Et quelle est votre projection pour l'avenir? Alors, pour l'avenir, déjà l'année prochaine, on ne refera pas le même événement, on me l'a demandé plusieurs fois, c'est sûr, parce qu'il y a 11 ans, on ne les fête pas. Mais pour l'avenir, on va continuer dans le même objectif, c'est-à-dire on se réunit 2 fois par mois. Donc on va continuer comme ça. Après, on va sans doute un peu adapter parce qu'effectivement, je pense que la demande a changé. Nous, les membres du bureau actuel, ça fait 4 ans qu'on a repris l'association. On s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que la demande change. Donc on va essayer un peu de faire évoluer notre formule. On se réunit normalement 2 fois par mois, une fois le deuxième mardi, une fois le quatrième jeudi. Je pense qu'il y aura quelques modifications en 2020. Mais dans tous les cas, on va rester sur cette même dynamique de passer du bon temps ensemble et de faire du business ensemble et de se réunir un peu partout sur le territoire essonnien. Et toutes les informations d'ailleurs sont sur notre site internet, mis à jour régulièrement avec nos dates de rendez-vous et les lieux des rendez-vous. Donc ça va, De nombreuses associations et représentants du monde économique étaient présents. Comme Jean-François Vigier, des guitares Vigier étaient présents comme intervenants. Très fier de vous présenter Patrice Vigier. Lorsque l'association Développement et Partage a réfléchi au choix d'un intervenant pour illustrer la thématique de la journée qui est effectivement l'Essonne, territoire du talent, on a cherché et on a finalement très rapidement obtenu un consensus sur l'ensemble des personnes qui ont travaillé à cette journée, parce que Patrice Vigier, c'est un Essonnien pur jus. Il est né en Essonne, il a créé son entreprise en Essonne, il l'a développée en Essonne. Son entreprise est aujourd'hui connue et renommée internationale. Et c'est vraiment ce que l'on peut trouver de plus efficace pour vous convaincre qu'effectivement, en Essonne, on peut travailler, on peut se développer. Avec un certain nombre de points d'amélioration qu'on ne manquera pas de signaler et d'expliquer. Alors, Patrice Vigier, je ne sais pas si vous le connaissez, il a un point commun avec certains noms que je vais vous citer: Derek Forbes, du groupe musical Simple Minds, Roger Glover, de Deep Purple, ou Stanley Jordan, qui sont des artistes internationaux. Eh bien, le point commun qui lie ces artistes et Patrice Vigier, c'est l'instrument musical qu'ils utilisent. Alors, vous en avez eu un léger aperçu en introduction. Ce sont effectivement les guitares et les basses électriques, puisque Patrice Vigier est un des plus grands fabricants de ces instruments, des plus grands luthiers français. C'est obligatoire. Merci Béatrice pour la technique. Bon, je voulais juste dire... Allô. Ah, ça fonctionne. Bon, si j'ai raison jusqu'à présent, ça va. Alors la première question que je souhaitais poser à Patrice Vigier, là on a dressé un portrait magique, idyllique de ce qu'il est aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il nous explique finalement pourquoi il est resté en Essonne. Qu'est-ce qui a fait que, alors qu'il n'était pas forcément prédestiné à devenir un fabricant d'instruments de musique, comment il a démarré, pourquoi il a démarré et pourquoi il a resté en Essonne. Ça fait beaucoup de questions, donc on vous écoute. Bon, les luthiers déjà ne parlent pas beaucoup, donc c'est compliqué. Alors je suis resté en Essonne parce qu'à l'époque il n'y avait pas de route, donc je restais chez moi. Non, la vérité c'est que j'ai fait des études secondaires, je me suis arrêté de force
en première informatique. À l'époque, j'étais au lycée de Vigénis. En fait, j'ai eu un parcours scolaire qui était assez en dents de scie, avec des très bons résultats, genre 20 sur 20 à mes examens de maths, mais aussi des moments où j'étais un peu plus distrait, on va dire. Et au lycée de Vigénis, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était après mai 68, et il y avait peut-être un problème de discipline dans le lycée. Et à un moment donné, ils ont voulu faire un exemple alors que je travaillais correctement. Et ils m'ont renvoyé à la fin du premier trimestre. Parce donc, première informatique, ce qui est assez, qui me fait sourire aujourd'hui, parce qu'en fait, je développe pas mal dans l'entreprise des logiciels. Bon, donc, c'était pas justifié. Bref. Donc, ça m'a en tout cas mis devant mes responsabilités. À 17 ans, qu'est-ce que je fais? Bon, vous êtes un peu sans diplôme, c'est un peu compliqué. Je faisais de la guitare. Donc ma première démarche, c'est de dire, ok, je vais prendre des cours de guitare pour me perfectionner en guitare. Mais aussi, à l'époque, dans le même temps, j'avais acheté une guitare américaine, un haut de gamme, donc ça y est, le Graal de la guitare. Et en fait, cette guitare-là était pas terrible malgré la marque, donc j'ai commencé à la modifier. Et je me suis rendu compte que j'étais doué manuellement et que je pouvais améliorer beaucoup de choses aussi dans l'instrument. Donc de là, je me suis dit, je vais commencer à faire des réparations. J'avais pas de moyens, bien sûr. Et j'ai eu la chance, ce sont les opportunités de la vie, d'avoir dans mes relations quelqu'un qui avait un magasin à Paris. Étant de l'Essonne, on adore l'Essonne, hein, c'est ce qu'il faut dire, c'est le message qu'il faut faire passer, mais... J'ai tout compris, c'est vrai. Venir en Essonne, et particulièrement à l'époque j'habitais les Ulysses, c'est compliqué. Donc j'avais cet ami qui avait un magasin avenue du Maine à Paris, je lui ai dit, est-ce que tu accepterais que je reçoive mes clients 2 après-midi par semaine, donc le jeudi à l'époque parce que c'était les congés des étudiants, et le samedi il m'a dit oui. Donc j'ai commencé dans mon appartement aux Ulysses. Ensuite, je suis revenu à Bain-Labillet chez papa-maman, qui m'ont aimablement laissé leur sous-sol. Et là, j'ai fait de la réparation. Et dans le même temps, j'ai commencé à concevoir ma première guitare, parce qu'en fait, je voyais beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et je me suis mis dans l'idée, c'est pas normal, il faut... Voilà. Et donc 2 ans après, en 1980, j'ai créé les guitares Gilles. C'est la JSRL. J'ai loué un local à Évry, pas Évry-Courcouronnes, je suis désolé, à Évry, rue Solzhenitsyn. La Chambre des métiers avait créé une cité artisanale, et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Alors effectivement, vous avez commencé par des rencontres, des opportunités que vous avez su saisir. Vous avez commencé de façon, on va dire, artisanale, avec peu de moyens. Aujourd'hui, vous êtes dans un environnement que l'on peut qualifier d'artistique, et on s'imagine que cet environnement est très loin de la technologie, très loin des innovations. Or, en fait, une partie de votre succès est due à la mise en place de moyens de production extrêmement pointus, numériques, dirait-on aujourd'hui, et avec des méthodologies et des systèmes de fabrication extrêmement rodés. Donc, comment vous conciliez à la fois votre créativité et puis la mise en place de tous ces moyens? Il faut être un peu bipolaire. Je ne le suis pas, bien sûr, mais quand vous êtes dans le business, vous êtes dans le business. Vous devez être extrêmement rigoureux. Et quand vous êtes dans la créativité, tout est possible. C'est très différent. Voilà. Quand je crée, je suis un enfant, quoi, en fait. Et quand je suis en responsabilité de l'entreprise, je gère, je planifie, je fais tout ce qu'un chef d'entreprise doit faire. C'est aussi simple que ça. Si vous le dites, ça doit être simple, effectivement. Au-delà de cet aspect d'évolution de l'entreprise, ce qui vous anime, on l'a visiblement bien saisi, c'est la passion, parce que pour faire ce métier, vous avez rencontré, vous en parlez publiquement peu, mais vous avez rencontré
quelques difficultés, on va dire, tout au long de votre parcours, que vous avez su effectivement transformer en opportunités. Ça, c'est la grande phrase des chefs d'entreprise. Alors, je transforme mes difficultés en opportunités. Facile à dire, un peu plus difficile à gérer au quotidien. En tout cas, vous avez réussi à faire ça. Et cette passion, elle semble, plus de 40 ans après, toujours intacte. Et qu'est-ce qui fait que ce découragement, cette lassitude que tous les chefs d'entreprise peuvent ressentir à un moment donné ou à un autre, vous avez pu le dépasser, vous êtes toujours présent et vous êtes toujours en développement? Ça, ce sont les forces de la nature que vous recevez à votre naissance. Et puis, dans l'environnement que vous avez, moi j'ai un père qui est issu de l'assistance publique, qui a démarré, il vivait dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer. Il a fini quand même ingénieur sécurité, il a été chef de poste à Vijus, qui est peut-être un des plus grands des plus grands postes de transformation en Europe. Bon, il m'a donné ça, tout est possible. Et puis il m'a donné le savoir-faire manuel. Ma mère est très déterminée. C'est aussi une femme qui a fait beaucoup de choses. Je pense à l'association bénévole, donc les deux aussi ont fait ça. Et ma mère est très déterminée, donc je crois que j'ai les deux. Bon, moi, j'y suis pour rien, en fait. Et puis, j'ai cette passion de la musique. Mais effectivement, si vous n'êtes pas accroché, il y a, dans un parcours, dans 40 ans, il y a énormément de choses qui peuvent vous décourager. Moi, j'ai eu les huissiers chez moi, j'ai les banquiers qui appelaient tous les matins pour savoir si la traite était arrivée. Vous avez des prud'hommes, et voilà, des gens en qui vous faites confiance, et un jour vous vous rendez compte que, en fait, ils ont autre chose dans la tête. J'ai eu des vols, enfin, voilà, plein de choses qui font que vous pouvez vous décourager. Mais en fait, si vous êtes clair dans votre tête et vous savez ce que vous voulez faire, je pense que ça passe, même si c'est difficile. Bon, moi, j'avoue qu'il y a 5 ans, on a eu un prud'homme qui était très difficile. Et j'ai gagné en première instance, perdu en deuxième. Je dis je parce que c'était un prud'homme qui était vraiment tourné contre moi. J'ai vraiment eu du mal. Vraiment du mal. Je crois qu'il y a depuis une année où je sors la tête de l'eau, mais ça m'a mis vraiment un coup de frein à ma carrière. Je dis c'est bon, quoi. Mais, vous voyez, je rebondis quand même. Il faut... c'est l'objectif qui compte. On n'a qu'une vie et il faut faire des choses pour faire avancer les choses justement. Et c'est ça qui me motive. Et moi, j'ai une passion folle pour la musique et pour la guitare, même si, comme vous l'avez dit, on a une aura internationale et on est la seule marque française qui ait cette aura. Je ne me lance pas des fleurs parce qu'il faut rester modeste. Il y a des choses que j'ai apportées, mais j'ai aussi des chances. J'étais le premier en France à m'être bougé justement, à être sorti de l'Essonne et aller sur les salons allemands et aux États-Unis. Et puis on a apporté des nouveautés. Donc voilà, il y a ça, mais la passion de la musique, voilà. Et malgré aussi les difficultés à ce niveau-là, parce que la France a des réputations, mais pas dans le rock'n'roll. Si vous avez la foi, voilà, c'est ce qui doit vous porter. Votre entreprise doit être basée sur ce que vous avez vraiment envie de faire. En résumé, c'est ça. Alors vous l'avez. Non, mais ça illustre tout à fait le propos qui est nôtre aujourd'hui, qui est de s'accrocher, de développer, quand on a la chance d'avoir du talent, parce qu'il en faut quand même un peu au départ, d'avoir réussi à le transformer. Mais finalement, vous avez réussi à le transformer dans un environnement qui n'était pas évident, vous l'avez rapidement évoqué. Des luthiers, en tout cas sur des guitares ou des basses électriques, il y en a relativement peu en France. Ce type d'instrument et ce type de musique que ça adresse n'est pas forcément le plus aidé ou connu. Vous avez dépassé ça, vous avez cette renommée internationale. J'ai cité quelques-uns, mais ce ne sont que quelques-uns des artistes qui travaillent avec vos instruments. Qu'est-ce qui fait que vous êtes, au-delà de bien fabriquer, au-delà d'avoir un esprit de chef d'entreprise, au-delà de la passion qui est la vôtre, vous avez dépassé tout ça pour effectivement être un des rares, si ce n'est en tant que Français, un des seuls connus à ce niveau international. Qu'est-ce qui fait que vous avez passé cette barrière énorme?
Pas facile, je Ah bah, sais. il y a plein de raisons. Déjà, pour continuer le chemin, il faut déjà être soutenu. Moi, j'ai eu la chance d'être soutenu par mes parents. Ils ont un gamin qui est insulté à l'école en Nancy, et un jour il vient me voir, il dit ouais, je vais faire des guitares. Alors, bon, en 1980, je peux vous assurer que c'était pas courant. La première fois que je suis allé voir un banquier, le gars il m'a dit non, c'est bon, vous allez faire des planches de bois, monsieur. Donc, c'est pour vous dire, à l'époque. Donc, mes parents ont cru en moi. Donc, déjà, c'est déjà une aide énorme. Ensuite, la famille, ensuite, les amis, les opportunités qui font que bah, des fois, vous êtes dans le creux, mais il y a des gens aussi qui vous ramènent aussi dans le positif. Bon, je ne vais pas raconter toute ma vie là, parce que j'en ai pour un moment. Alors parlons, je rebondis sur votre dernière phrase, restons dans le positif et des gens qui vous apportent du positif. Aujourd'hui, vous êtes, on l'a dit, en plein développement, vous continuez 40 ans après l'aventure. Qu'est-ce qui vous manque, ou qu'est-ce qui vous manquerait, que sais-je, pour que vous soyez peut-être un peu plus serein dans votre activité? Ça, je ne peux pas le dire devant tout le monde. En tout cas, sur le plan, on va dire sur le plan public, est-ce que il serait de bon ton que les différentes organisations qui accompagnent les entreprises, que ce soit au niveau national, régional, voire départemental, est-ce que vous attendez quelque chose de ces organisations? Est-ce qu'elles peuvent vous apporter une aide quelconque? C'est la vilaine question, celle-là, pour la fin. C'est une question qui est très difficile. Moi, j'ai deux activités. J'ai l'activité de fabricant, et c'est là-dessus qu'on se polarise actuellement. Mais il faut quand même savoir que si je n'avais que ça, je serais pauvre. J'ai une autre activité qui est une activité de négoce, qui est la distribution d'instruments de musique, toujours dans le même domaine, bien entendu. On est en France, on est en Grande-Bretagne, on est dans le Benelux, on commence l'Allemagne. On est aussi aux États-Unis. Si j'avais pas ça, je ne gagnerais pas ma vie. Moi, par rapport à ce dont on discute aujourd'hui, la fabrication, ma plus grosse difficulté, c'est la formation. Nous, on a formé tous les gens qui sont venus, et vous vous imaginez pas le travail que c'est de former un luthier. Aujourd'hui, on a des luthiers chez nous qui ont 30 ans d'expérience, il y en a un autre, il a 10 ans d'expérience. Quand ils arrivent, ils savent rien du tout. Et même quand ils sortent d'une école, ils savent rien. Ou très peu, quoi, très peu. Donc moi, ma difficulté, ça a toujours été les former, et on les paye correctement, pas au début, mais très rapidement, on les paye correctement. Ça, c'est ma difficulté. Le besoin que j'ai, c'est ça. J'ai besoin d'être soutenu aussi quand j'ai des problèmes avec des salariés, pas me retrouver avec des prud'hommes où j'ai 50 000 € à payer et qu'il va me falloir 3 ans pour diriger ça. Sur une structure de fabrication où on est 4. Je veux dire, ok, Vigier, c'est énorme en Europe, dans le monde au niveau de l'image, mais en fait, c'est très peu. Parce qu'on fabrique en une année ce qu'un Américain va fabriquer en une journée. Bon, voilà, donc moi, je ne peux pas me développer aujourd'hui parce que j'ai peur. J'ai peur quand j'embauche quelqu'un aujourd'hui. C'est mon frein, en tout cas, pour la fabrication. Et c'est probablement ce qu'il va faire. Je suis désolé, je ne suis pas très positif, mais l'entreprise va continuer parce que j'ai ma fille qui est une businesswoman et qui va continuer la distribution. Mais c'est quand même dommage qu'on va perdre la fabrication. Et notre pays, il doit fabriquer. Et ce dont on a besoin, il faut regarder dans d'autres pays. Moi, je regarde juste mes voisins, les Allemands que j'adore. Dans mon domaine, mais il y a pléthore d'entreprises dans des domaines différents. Des chevalets, des micros, des logiciels, tout ça dans la musique. En France, on les compte sur les doigts de la main. C'est juste hallucinant. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi en France, il n'y a pas ce vivier alors que je suis désolé? On a ça. On a les gens pour le faire. Mais il semblerait que les petites entreprises, parce que toute cette diversité, c'est la petite entreprise, en France, on ait du mal. Moi, je sens que entreprise de 20 personnes, j'ai pas les mêmes avantages, entre guillemets, que les gros groupes. Quand vous avez des salariés qui viennent vous voir, qui vous demandent des choses parce que son copain, il travaille dans un grand groupe et qu'il a des avantages et que vous ne pouvez pas lui donner, c'est terrible. Surtout que moi, je suis quelqu'un de social, donc ça, c'est terrible. Voilà ce qui me manque. Ce dont j'ai besoin,
c'est ça, mais j'imagine qu'on est plusieurs à avoir les mêmes problèmes. Alors effectivement, ce n'est pas du tout négatif. Votre propos, il est là pour illustrer les points d'amélioration que j'évoquais en introduction. Il y en a un certain nombre. Il existe des solutions, mais vous venez de répondre à une première problématique, qui est que les solutions qui existent, les entreprises, et en particulier les petites entreprises, n'en sont pas forcément informées. Donc on aura l'occasion cet après-midi, en fin de journée, autour de la table ronde, de parler d'un certain nombre de solutions qui peuvent accompagner les TPE et les PME. Mais en tout état de cause, il y a un déficit de communication évident qui fait que vous auriez peut-être, je ne sais pas, mais vous auriez peut-être des solutions qui pourraient vous être proposées. Encore faudrait-il que vous en soyez informés. Mais on va y travailler, en tout cas nous, à notre niveau développement et partage, pour faire que nos adhérents et les gens qui viennent nous visiter puissent être informés de tout ce qui existe, en particulier sur le domaine de l'Essonne. Donc, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement? C'est la grande question habituelle pour les... Allez, on ne va pas dire pour les 40 prochaines années, on va être un peu raisonnable, mais pour le court et le moyen terme. Ce que vous pouvez me souhaiter, par rapport à la distribution, je n'ai pas de souci, j'ai la personne idéale. Pour la fabrication, c'est de trouver quelqu'un qui soit plus qu'un chef d'atelier, un animateur de la fabrication et d'un grand niveau. Voilà, c'est ça que vous pouvez vous souhaiter, afin que Vigier continue dans les prochaines années. Alors on va effectivement souhaiter longue vie à l'entreprise des guidards Vigier et longue vie au rock'n'roll. Merci infiniment, Patrice. Oui, et puis il y a aussi un groupe. Monsieur Tourelle, vous êtes présent aux 10 ans de développement et partage. Vous pouvez me dire un petit mot sur cette journée? C'est une journée qu'on attendait avec impatience, qu'on a commencé à préparer il y a plusieurs mois déjà, parce qu'il était important pour nous de pouvoir marquer d'une pierre la croissance de notre réseau, parce que nous on est adhérents à Développement et Partage depuis 5 ans maintenant, dans une ambiance conviviale, avec des gens sympathiques, la possibilité de faire du business aussi. Et donc c'était important pour nous de marquer le coup et de se prendre tous les adhérents, ou une bonne partie tout du moins, pour pouvoir montrer la force d'un réseau et ce qu'on est capable d'apporter à un client en mutualisant l'ensemble de nos compétences et de nos ressources. Voilà. Donc la journée démarre bien puisqu'il fait beau, donc ça augure plutôt de la venue de personnes. C'est vrai que quand le temps est mauvais, généralement les salons ne sont pas très profitables. Et là aujourd'hui avec le beau temps, on voit d'ailleurs autour, vous ne voyez pas dans la caméra, il y a déjà pas mal de monde et on attend encore pas mal de monde cet après-midi. Donc c'est une belle réussite en tout cas de ce que je peux voir à milieu de journée. Je vous en prie. On a une formule d'abonnement où on ne paye que 2 ans et après on est abonné à vie. Un petit mot sur votre présence avec votre association. Alors en effet, je suis contente d'être là aujourd'hui, aux 10 ans de développement et partage. Ça se passe très bien. Il y a des contacts intéressants dans tout domaine d'activité. Et puis en effet, je représente aujourd'hui l'association Avenir Essonne, qui est une association, un réseau d'entrepreneurs qui existe depuis 3 ans. On se réunit tous les vendredis midi au restaurant, donc un moment convivial. Le but, c'est d'échanger des affaires, de se faire des recommandations et de faire du business en toute convivialité. Merci à vous.